Bonjour et bienvenue à ce sixième et dernier chapitre sur la révision linguistique pour vous préparer à l'épreuve uniforme de français. Celui-ci portera sur la révision de votre dissertation critique. Donc d'abord, je vous rappelle les outils de révision que vous pouvez utiliser lors de l'évaluation. Donc, vous pouvez avoir avec vous 3 ouvrages parmi les suivants: un dictionnaire usuel, que ce soit le Petit Robert ou le Petit Larousse, une grammaire comme le Grévis et un manuel de conjugaison comme le Becherel. Vous pouvez également utiliser un multidictionnaire qui va regrouper les fonctionnalités de ces 3 derniers ouvrages. Donc, si vous avez à en avoir qu'un seul, je vous conseillerais d'apporter avec vous le multidictionnaire. Et il est primordial que vous soyez préparé à utiliser ces outils-là avant l'épreuve. C'est pourquoi nous allons visionner ensemble une capsule créée par Michel Jonf, enseignante au département de français du Cégep de Baie-Comeau, sur l'utilisation et les différentes fonctions du multidictionnaire. Bonjour et bienvenue à cette présentation pour une utilisation efficace du multidictionnaire de la langue française, outil que vos enseignants vous recommandent vivement. Tout d'abord, je tiens à préciser que les mots qui se méritent une entrée dans le multidictionnaire sont la plupart des mots courants du français contemporain. Vous ne trouvez pas beaucoup d'articles sur des termes techniques, des termes scientifiques. Il vous faut utiliser des dictionnaires spécialisés. D'où l'idée qu'en littérature, vos enseignants vous recommandent d'utiliser le Petit Robert, un dictionnaire linguistique. Comme tout bon dictionnaire, il y a les définitions. Les rédacteurs du multi ont fait le choix de ne présenter que les principales définitions des mots. Par exemple, si le Robert offre 6 définitions du mot lyrique, le multi n'en retient que 2. Ce sont les définitions des usages les plus courants et elles sont numérotées. Vous comprendrez que si vous analysez un texte littéraire, le Robert vous sera plus utile. Le multi offre aussi les définitions de locution, c'est-à-dire des expressions figées. Par exemple, à l'article coude, tout en bas de l'article, vous lirez le mot locution en majuscule et dessous les expressions que l'on définit. Par exemple, coude à coude signifie côte à côte. Jouer des coudes est une expression qui, au figuré, signifie manœuvrer avec vigueur pour atteindre un objectif. Ou encore, lever le coude, expression de la langue familière, signifie boire beaucoup. Les définitions sont accompagnées d'exemples qui illustrent les emplois ou qui insistent sur les difficultés liées aux mots. Par exemple, vous ne savez pas si vous devez accorder le mot leur. Vous pourriez, à l'article leur, lire les exemples suggérés. Les voici. Elles ont dévoré leurs fruits. Ici, vous remarquez que leur, déterminant, précède fruit et s'accorde avec ce nom. Dans l'autre exemple, je leur donne raison, leur est devant le verbe et demeure invariable. À comparer votre phrase et les exemples du dictionnaire, vous pouvez corriger votre texte. Le multidictionnaire, comme bon nombre d'autres dictionnaires, indique l'usage des mots à l'aide de marques. Les voici. D'une part, il précise le niveau de langue auquel le mot appartient. LIT, pour littéraire, signifie que le mot appartient au registre de la langue soutenue. FAM, pour familier, signifie que le mot ou l'un de ses usages appartient à la langue familière. VULG, c'est pour désigner un mot de la langue vulgaire. Vous devriez prêter attention à ces marques. En classe, lors de vos rédactions, nous vous demandons d'adopter le registre de langue neutre. Si vous faites usage d'un mot ou d'une locution de la langue familière ou vulgaire, vous devriez les encadrer de guillemets, sinon c'est une erreur de vocabulaire. Une première icône, la règle. Elle indique une note grammaticale, c'est-à-dire qu'elle signale un accord qui peut poser problème, comme l'accord du participe passé des verbes pronominaux, le choix de l'auxiliaire ou le genre du nom. À titre d'exemple, voyons l'article égratigner, qui est à la fois un verbe transitif, égratigner, et un verbe pronominal, s'égratigner. La règle ici indique qu'il faut prêter une attention particulière à l'accord du verbe sous sa forme pronominale. On y lit que le participe passé de ce verbe s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct si celui-ci le précède. Voyez l'exemple. Le mollet, qu'elle s'est égratignée. Elle s'est égratignée quoi? Le mollet, complément direct, placé avant le verbe. Par conséquent, s'égratigner s'accorde avec mollet au masculin singulier.
Cette icône, ces deux petites vagues, indiquent une note syntaxique, c'est-à-dire une précision sur la construction de la phrase, du complément, la préposition qui convient à tel adjectif ou à tel verbe, les modes et les temps verbaux. Par exemple, pour le verbe estimer, une note syntaxique indique que le verbe se construit soit avec un infinitif, elle estime avoir, soit avec la conjonction que suivie de l'indicatif ou du conditionnel, il estime que la recherche est suffisante, ou encore que le verbe peut être suivi d'un attribut, elle estime utile. Cette icône des petites vagues peut s'avérer salutaire, notamment pour le choix de la préposition. Par exemple, vous souhaitez écrire, nous allons discuter. Et là, vous doutez, nous allons discuter de, sur, voici le truc. Ici, devant la préposition, il y a le verbe discuter. Vous consultez l'article discuter et la note syntaxique. La note syntaxique, justement, vous indique en ce sens, le verbe se construit avec la préposition de. Nous allons discuter de tel problème. Une autre icône, cette petite punaise. Elle annonce une note sémantique qui apporte des distinctions de sens. Par exemple, à l'article bagne, qui signifie prison où l'on enfermait autrefois les condamnés aux travaux forcés, la note sémantique vous avise de ne pas le confondre avec le nom suivant, pénitencier, prison où l'on offre aux détenus la possibilité de s'instruire et de travailler. Bref, cette note sémantique vous invite à ne pas considérer bagne et pénitencier tels des synonymes. Les confondre constitue donc une erreur de vocabulaire. Cette punaise peut aussi vous être utile lorsque vous hésitez à écrire un mot au singulier ou au pluriel. Par exemple, pour le mot bagage, qui signifie tout objet emporté avec soi en voyage, la note sémantique indique que le nom s'emploie surtout au pluriel. Plus loin dans l'article, pour la locution plier bagage, la note sémantique indique que dans cette expression, le nom bagage s'écrit au singulier. Une autre icône, le D encadré, indique une note typographique. Cette note souligne l'emploi des majuscules, des minuscules, l'usage des symboles et abréviations. Par exemple, à l'article OU, une interjection, la note typographique indique que l'interjection est toujours suivie d'un point d'exclamation qui est souvent repris à la fin de la phrase. Voici encore quelques icônes. Le crayon annonce des notes orthographiques qui mettent en évidence les graphies qui sont fréquemment la cause d'erreurs. Il y a aussi les lèvres qui indiquent comment on doit prononcer le mot. La fleur de lys signale un québécisme. L'astérisque indique une forme fautive. Nous y reviendrons d'ailleurs. Par exemple, à l'article innocemment, l'icône des lèvres indique que la troisième syllabe se prononce sa, innocemment. Plus bas, l'image du crayon indique de prêter une attention à certaines erreurs orthographiques fréquentes. Dans innocemment, il y a 2 N et 2 M et un E, malgré qu'on entende innocemment. Ce dictionnaire vous suggère des synonymes et des antonymes. Par exemple, à l'article inquiet, les synonymes sont angoissé, soucieux, et les antonymes sont confiant, insouciant, serein, tranquille. Vous les trouverez à la suite des définitions. Plusieurs articles du multidictionnaire vous indiquent aussi les homonymes, soit des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui sont distincts. Par exemple, à l'article R, au bas de l'article, nous lisons HOM pour homonyme. Les homonymes du nom R sont R, A-I-R-E, qui signifie surface, R, qui signifie époque, et les autres. Un autre fier service que vous rend le multidictionnaire est de vous indiquer les formes fautives. D'une part, il indique d'un astérisque les anglicismes et certains homonymes. Par exemple, à l'article air conditionné précédé de l'astérisque, on souligne que c'est une impropriété au sens de climatiseur, conditionneur d'air. À l'article air d'aller, on écrit que c'est une impropriété pour air d'aller. D'autre part, le multidictionnaire indique les constructions fautives. Par exemple, à l'article dedans, on peut lire que la forme en dedans de, précédée de l'astérisque, est une impropriété au sens de en moins de, d'ici, dans un délai de. On nous suggère plutôt d'écrire l'intervention chirurgicale doit être faite en moins de 2 heures, d'ici quelques minutes, dans un délai de 3 semaines.
À feuilleter le multidictionnaire, vous constatez la présence de tableaux. Il y en a 76, qui résument l'essentiel des règles grammaticales, syntaxiques, de vocabulaire ou encore des règles de rédaction. Prenez le temps de les consulter. Les verbes. C'est important de bien les choisir. On vous écrira si un verbe est transitif direct, transitif indirect, intransitif ou pronominal. Il arrive parfois que pour telle phrase, nous ne puissions pas utiliser de verbe intransitif ou encore qu'un verbe qui est à la fois transitif et pronominal ne s'accorde pas de la même façon dans l'un ou l'autre des deux cas. Par exemple, avec le verbe focaliser. Le verbe focaliser est transitif et pronominal. Lorsqu'il est transitif, il signifie faire converger en un point. Lorsqu'il est pronominal, il signifie se concentrer sur. Vous constatez que le verbe ne signifie pas la même chose selon qu'il est transitif ou pronominal et ne s'accorde pas de la même façon. Sous sa forme transitive, le verbe est précédé de l'auxiliaire avoir. Par exemple, elle a focalisé les rayons d'électrons. Sous sa forme pronominale, la règle précise que le participe passé de ce verbe s'accorde toujours en genre et en nombre avec son sujet, comme dans la phrase « Elle s'est focalisée sur ce problème ». Toujours à propos des verbes, on vous indique comment les conjuguer. Par exemple, pour le verbe absoudre, outre les définitions, on vous réfère au modèle du verbe résoudre, un des nombreux tableaux qui ressemble à ceux du Becherel, l'art de conjuguer. Au besoin, on vous notera les exceptions. On vous rappelle, grâce à l'icône de la règle, qu'au participe passé, on écrit « tu es absous »,« elle est absoute », ou encore à l'indicatif présent « j'absous »,« tu absous »,« il absout »,« nous absolvons »,« vous absolvez »,« ils absolvent ». Finalement, le multidictionnaire vous annonce les rectifications orthographiques, la nouvelle orthographe. Il existe un tableau intitulé « Rectification orthographique » qui résume les principales catégories, tel un aide-mémoire. Aussi, au sein des articles, on mentionne si le mot a été rectifié. Par exemple, à l'article « Contre-courant », à la toute fin, il est écrit entre crochets « Les rectifications, enfin celles de 1990, admettent contre-courant sans le trait d'union ». Un autre exemple, « Flûte » avec l'accent circonflexe. Dorénavant, devrait s'écrire « flûte » sans l'accent circonflexe. Voilà, c'est ce qui complète le survol des multiples usages du multidictionnaire. Donc, à vous multi! Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez vous adresser à la personne responsable de l'aide en français du Centre Coup de pouce. Vous êtes évidemment les bienvenus. Maintenant que vous savez vous servir d'un outil important comme le multidictionnaire, j'aimerais vous proposer ici une méthode de révision. Sachez qu'il existe plus d'une stratégie de révision de la langue dans un texte, mais que je vous propose ici la méthode de relecture en 3 étapes, aussi surnommée la MDR, parce que c'est celle que je préfère et que je trouve qui est la plus complète et la plus efficace. C'est une méthode qui est développée par le Centre collégial de développement de matériel didactique, aussi surnommé le CCDMD, et qui s'effectue en 3 étapes. Donc, vous allez relire votre texte 3 fois en entier. La première fois, vous allez le lire dans sa globalité, dans sa structure. La deuxième fois, vous allez le relire phrase par phrase. Et enfin, la troisième et dernière fois, vous allez le relire mot par mot. Vous allez donc effectuer 3 lectures différentes allant du plus général au plus spécifique. Cette stratégie vous évitera de tout corriger en même temps et ainsi de laisser plus de fautes. La première étape de la révision consiste à faire une lecture pour réviser l'ensemble de votre texte. Vous révisez ici la structure de votre texte, la logique de vos idées et la pertinence de vos citations. Ce n'est pas encore le moment d'accorder une attention aux erreurs de langue. Donc, voici des exemples de questions que vous pouvez vous poser à cette étape. Est-ce que mon introduction contient un sujet amené, un sujet posé et un sujet divisé? Est-ce que mon développement répond bien à tous les éléments de la question posée? Est-ce que ma prise de position est claire? Est-ce que mes arguments et mes preuves illustrent ma prise de position? Mes références sont-elles complètes? Ai-je tous les organisateurs textuels nécessaires? Est-ce que ma conclusion contient un bilan et une ouverture? Est-ce que mon texte respecte les normes de présentation
demandez. Donc, voici pour la relecture complète du texte. Maintenant, à partir de l'étape 2, on va vraiment commencer à s'intéresser donc aux types d'erreurs de français qui peuvent se trouver dans votre texte. Donc, après avoir lu votre texte dans son ensemble, vous devez maintenant le relire phrase par phrase, en portant attention aux erreurs, cette fois-ci de syntaxe. Vous vous souvenez, la syntaxe, c'est l'ordre des mots dans la phrase, la construction syntaxique de votre phrase doit être juste. Vous devez également vous intéresser à la richesse et à la clarté de vos phrases, à la clarté de votre vocabulaire, aux bonnes utilisations des mots que vous employez. Retoucher à ce moment la structure d'une phrase est plus simple si vous avez fait un brouillon avant votre version finale, mais vous pouvez tout de même le faire dans une version au propre en utilisant du liquide correcteur. Voici aussi des exemples de questions que vous pouvez vous poser à cette étape. Est-ce que mes phrases et mes groupes syntaxiques sont liés? Est-ce que la structure de mes phrases est correcte et variée? Souvenez-vous que vous devez varier votre vocabulaire. Par exemple, c'est le bon moment de rechercher des synonymes dans un dictionnaire de synonymes pour vous assurer que vous n'employez pas un mot qui a un autre sens que celui que vous voulez reformuler. Troisième question pertinente que vous pouvez vous poser, est-ce que les termes de reprise de l'information sont justes et variés? Ça revient à ce que je viens de vous dire. Est-ce que mes citations sont correctement intégrées à mon texte, selon les méthodes que je vous ai montrées lorsqu'on voyait la ponctuation dans le dernier module? Est-ce que ma ponctuation est adéquate? Même principe. Et est-ce que j'utilise les bons pronoms référents? Donc, à l'intérieur d'une phrase, est-ce que mes sujets sont les mêmes? Est-ce que le genre et le nombre de mon sujet restent le même? Donc, de vous assurer que vous ayez une bonne reprise de l'information tout au long de vos phrases. La troisième et dernière étape consiste à relire votre texte mot à mot. Certains choisissent de lire leur texte à partir de la fin, mais vous pouvez aussi le lire dans l'ordre habituel en prenant soin de vous concentrer sur chacun des mots. Vous devez ici souligner au crayon plomb chacun des mots qui vous font douter de leur grammaire ou de leur orthographe. Vous aurez ici à utiliser vos outils, dictionnaire et grammaire, pour vérifier chacun des mots surlignés. Au besoin, vous pouvez tracer des lignes, toujours au crayon plomb, pour vous aider à bien identifier les donneurs, pronoms et noms, que nous avons vus dans le chapitre sur la grammaire, et les receveurs, déterminants, adjectifs et verbes. Voici d'autres exemples de questions que vous pouvez vous poser à cette étape-ci. Le mot choisi existe-t-il réellement? Mais ça, je vous incite à vérifier dans un dictionnaire. Peut-être que vous avez utilisé un mot qui n'existe pas, que vous pensez qu'il existe parce que vous l'utilisez à l'oral, mais que peut-être qu'il n'existe pas dans le dictionnaire. De la même façon, vérifier en deuxième point son orthographe. Est-ce qu'il est correctement orthographié? Est-ce qu'il n'y a pas une petite lettre qui me manque ici? Oh, si on n'est pas certain, on souligne et on va vérifier. Troisième puce, les accords sont-ils corrects dans chaque groupe du nom? Donc encore la question d'accord du point de vue de la grammaire, donneur-receveur, de faire les liens, de vous assurer de trouver le bon sujet, le bon donneur d'accord. Ensuite, les adjectifs sont-ils correctement accordés? Même principe que les groupes de noms. Même chose pour le dernier point. Les participes passés sont-ils correctement accordés? Les participes passés, mais j'aurais pu écrire aussi les verbes de manière générale, qu'ils soient participes ou non. Donc, voici donc pour la dernière étape de relecture. C'est maintenant à vous de jouer. Donc, sur Moodle, vous avez un lien qui vous mène vers des exercices pour pratiquer cette méthode de relecture-là en 3 étapes, la MDR que nous venons tout juste de voir. Et vous avez aussi des liens qui vous mènent vers le détecteur de fautes du CCDMD qui vous permet de réviser de manière générale différents types de textes et de repérer les erreurs qui y sont présentes. En plus de pratiquer votre révision avec ces 2 exercices-ci, vous devez corriger un texte disponible dans Moodle et le remettre à la personne responsable de Coup de pouce pour qu'elle vous donne ses commentaires, pour qu'elle vous corrige, pour qu'elle vérifie si votre révision a été efficace. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est la fin
du module sur la révision linguistique pour la préparation à l'épreuve uniforme de français. J'espère qu'il vous a été utile. Si vous avez encore des questions, vous avez l'impression que les modules n'ont pas bien répondu et vous avez de la difficulté à trouver l'information dans un dictionnaire, n'hésitez pas à consulter la personne responsable du Centre d'aide et d'études Coup de pouce. Ça leur fera un grand plaisir de vous aider. Enfin, je vous souhaite bon succès dans la réalisation de votre épreuve uniforme. Au revoir.